Bonsoir à tous. Et là, vous savez déjà que si le grand rendez-vous a lieu, c'est parce que vous y êtes, chers téléspectateurs. Merci de nous préférer. Alors ce soir, ils sont 4 invités à répondre présents à notre appel. Un sociologue de développement, un spécialiste de la santé. Vous aurez un gestionnaire de patrimoine comme invité et bien évidemment un artisan maçon. On va le retrouver tout à l'heure avec les chroniqueuses. Juste derrière la météo que voici. Alors c'est bien sûr le grand rendez-vous Monde agricole se met aujourd'hui dans la marche du Bénin vers une agriculture saine. Nous parlons de cette mission d'agroécologie au Bénin. Ce sera sur la rubrique Monde agricole. Alors, doit-on toujours avoir peur des porteurs du virus VIH et les malades du sida? C'est à cette question que va donc répondre tout à l'heure Nature et Bien-être. Le Bénin a reçu la lettre de confirmation d'inscription du complexe Pendjari Arli sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, que peut donc gagner un pays qui abrite un site patrimoine mondial de l'UNESCO? Retenez déjà qu'il y a beaucoup d'avantages et nous allons énumérer ceux du Bénin liés bien sûr au parc Pendjari. Tout métier comporte des risques, dit-on aujourd'hui. Autant savoir va donc vous présenter les risques liés au métier de la maçonnerie, bien sûr. Et n'oubliez surtout pas qu'on recevra bien sûr un maître maçon qui va donc vous parler de leur métier de fond en comble. Voilà donc voilà le menu concernant bien sûr les plateaux de ce grand rendez-vous. Le grand rendez-vous, vous savez, c'est également la grande édition du Journal du Soir. Ce sera avec Nadège Sani ce soir à 19h45. Bonsoir Nadège. Bonsoir Assim Gaba, bonsoir à toutes et à tous. On va vous retrouver tout à l'heure à 19h45 pour le journal, mais dites-nous d'abord quel en est le menu principal. Merci à vous, Assiom. L'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, la Fondation Claudine Talon ont fait son cheval de bataille. Des réflexions sont en cours pour des stratégies adaptées. C'est le mois du jeûne musulman. Généralement, on constate la hausse des prix des produits de première nécessité. Pour quelles raisons? C'est à suivre à 19h45. Également, le mois de Ramadan rime avec des exigences et des prescriptions du Coran. Ce soir, on s'intéresse à la signification de rites obligatoires avant la prière. Il s'agit de l'ablution. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani. Rendez-vous tout à l'heure à 19h45. Je dirais grand rendez-vous tout à l'heure à 19h45. Alors, on ouvre bien sûr les plateaux. Nous, on va tout de suite au champ. Hein. C'est Monde agricole.
Monde agricole, nous parlons de l'agroécologie. Il paraît que plus qu'un métier, c'est une mission en réalité confiée au monde entier, à toute la planète, l'agroécologie, lutter pour une agriculture saine. Alors, quels sont les indicateurs qui peuvent donc permettre à un agriculteur de dire bien qu'il produit sainement et qu'il pratique de l'agroécologie? Nous allons vous présenter ces indicateurs dans un instant. Suivons tout d'abord ce reportage de Jacqueline Biaou qui nous parle bien sûr de l'agroécologie. Regardez. Au début, c'est vraiment difficile pour nous. Mais à force d'apporter de la matière organique dans le sol, on a pu réussir. Faire du maraîchage agroécologique, c'est possible. Ce jeune entrepreneur l'a réussi. Sur ce vaste domaine de 2 hectares, situé dans la commune de Semekodji, dont il en est l'un des responsables, Lucien produit ses légumes sans pesticides ni engrais chimiques. Contrairement à la production conventionnelle, l'agroécologie requiert une technique spécifique. Ceux qui font l'agriculture conventionnelle utilisent des engrais chimiques pour fertiliser le sol. Mais nous utilisons du compost et des fientes de volaille, des bouts de vache pour fertiliser nos plantes. Pour traiter les cultures, on n'utilise que les solutions fabriquées à base de feuilles de Nîmes et de feuilles de papaye, des extraits de l'huile de Nîmes pour les traitements contre les insectes et les ravageurs. Ce procédé naturel gagne tout doucement la confiance des agriculteurs. Il présente plusieurs avantages liés à l'environnement et au coût des intrants. Dans un premier temps, vous conservez votre terre. Aujourd'hui, quand vous allez dans les boutiques ou les magasins qui vendent les produits chimiques, la tonne de ces engrais-là n'est pas en dessous de 240 000. Mais chez moi, à côté de moi, ceux qui font le compost, ils me vendent la tonne à 60 000. Du compost, ces acteurs rencontrés en fabrique sur leurs propres installations. Comme ingrédient, ils utilisent de la fiente de volaille dont ils disposent. Les fientes de volaille, maintenant, ça se trouve facilement sur mon site. Je ne fais pas sortir de l'argent pour aller acheter de l'urée, soit de l'MPK. Et là, c'est plus facile pour moi. Quand je calcule le coût de production, c'est plus rentable que celui qui fait le conventionnel. Associer des déchets provenant de l'élevage au maraîchage, une astuce pour cet acteur de diversifier ses activités tout en se faisant un peu d'économie. Les consommateurs, eux, peuvent disposer des produits naturels, gage d'une bonne santé. Et là, nous recevons sur ce plateau un homme engagé dans l'agroécologie. Il s'agit du doyen, c'est comme ça qu'on se plaît bien sûr à l'appeler comme ça, le doyen René Segbenou, qui est sociologue de développement. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci aussi de nous avoir invités. Voilà. Estelle Pazou, bonsoir. Bonsoir à vous, Assioum Gaba. Apparemment, l'agroécologie, rien de compliqué. Du tout, rien de compliqué, c'est très simple, même s'il y a quelques contraintes, on va le dire. Et M. Segbenou est sur ce plateau aujourd'hui pour nous parler de l'agroécologie. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé toujours avec lui et c'est toujours mieux de revenir sur les bonnes choses pour ne pas les oublier. Bien évidemment. Bonsoir M. Segbenou. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Alors, on a suivi un reportage qui nous parle largement de l'agroécologie, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur la définition même de l'agroécologie en termes très accessibles. En termes très accessibles, c'est produire avec des méthodes qui sont compatibles avec la nature. Très simplement encore, c'est produire sans détruire. Mais en fait, l'agroécologie ne se limite pas à l'utilisation des produits naturels, soit de traitement, soit de fertilisation. Non, l'agroécologie, c'est une autre vision du monde. Dans ce sens-là, vous pouvez utiliser les produits naturels, les fertilisants naturels et faire de l'agriculture industrielle. Ça existe déjà. Vous voyez les fraises qu'on produit aux États-Unis, en Californie, c'est monoculture, et ce n'est pas du tout de l'agroécologie. En agroécologie, nous devons reconsidérer nos relations, la relation de l'homme avec la nature. Vous voyez, dans l'agroécologie, l'homme se considère comme faisant partie de la nature. Si je détruis la nature, je me détruis.
Ouais. Et en réalité, lorsque vous utilisez les produits chimiques de synthèse, pesticides et fertilisants, qu'est-ce que vous faites? Vous vous attaquez à la nature, mais vous vous attaquez à vous-même. Le producteur, il s'empoisonne lui-même, qui utilise ces produits. Il empoisonne le consommateur. Il empoisonne la nature, l'air, l'eau, tout ce qui fait que nous avons un environnement qui nous permet de vivre. Donc, il faut reconsidérer tout ça. L'agroécologie aussi, c'est qu'on reconsidère les relations entre nous et les autres. Si vous vraiment vous considérez l'autre, vous n'allez pas utiliser des produits qui, in fine, vont être dangereux pour sa santé. Alors, je suppose que là, vous parlez déjà des principes de l'agroécologie. Effectivement, les principes sur lesquels c'est fondé et les valeurs qu'il faut respecter. Et la troisième chose de laquelle je voulais parler, c'est aussi la relation à l'argent. Okay. Vous voyez, dans l'agroécologie, il y a une autre forme de relation à l'argent. Alors que dans l'agriculture industrielle, le seul principe, c'est qu'il ne faut pas qu'on perde. Donc, comme on ne veut pas perdre de l'argent, donc on peut utiliser tous les moyens possibles sans considérer à nouveau celui pour qui les produits sont destinés, l'environnement dans lequel on fait la production et même l'homme qui est en train de faire ça. Si je comprends bien, l'agroécologie prend beaucoup plus en compte les RSE, c'est-à-dire les responsabilités sociétales de l'entreprise. Exactement. Si vraiment vous avez bien fait, et c'est pourquoi je voulais ajouter qu'il y a une certaine éthique qu'il faut pratiquer. Et c'est tout ça qui fait l'agroécologie. Vous voyez, on ne peut pas être derrière chaque producteur. Par contre, chaque producteur engagé dans l'agroécologie observe une certaine éthique et qui est fondée sur ce que je viens de dire. Pourquoi je vais détruire disons mon voisin, parce que l'autre, parce que quand je lui vends un produit qui finalement s'attaque à sa santé, je ne fais pas bien. Voyez, quand moi-même, producteur, je commence, voyez, à m'empoisonner, ce n'est pas bien. Donc, il y a une certaine éthique, et c'est cet ensemble. Donc, c'est pourquoi nous disons que l'agroécologie, ce n'est pas seulement des pratiques, c'est un mode de vie, et c'est une autre vision du monde. Alors, et justement, en parlant d'éthique, vous avez dit tout à l'heure que dans l'agroécologie, les intrants artificiels qui sont nocifs à la terre sont prohibés. Oui. Et en lieu et place, on utilise des intrants locaux et naturels. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces intrants locaux naturels, on les trouve ici chez nous? Ah oui. La nature a si bien fait les choses que lorsque vous avez des problèmes, généralement, autour de vous, il y a des solutions. Mais ce que nous faisons généralement, c'est qu'on n'est pas patient ou on est paresseux. Et on veut tout de suite avoir une solution efficace. Et là, on va chercher la solution à l'extérieur. Vous voyez? Donc, dans l'agroécologie, on ne va pas chercher la solution à l'extérieur. Il faut toujours utiliser les solutions qui sont autour de vous. Et à notre portée. Et à votre portée. Et même, il faut viser à ce que vous soyez quand même, j'allais dire, autonome. Parce que quand vous importez les produits chimiques de synthèse, vous n'êtes plus autonome. Par contre, autour de vous, vous voyez... on peut quand même importer aussi les produits naturels. Pardon, on peut. Mais attention, on peut. Mais nous privilégions l'utilisation de ce qui est autour de nous. Vous avez vu, le site dont vous avez parlé, c'est notre site de production à Diefa. Il a parlé de Nîmes. Mais c'est une plante qui pousse facilement. Nous, quand on a commencé, on les a plantés. Vous allez là-bas aujourd'hui, c'est de grands arbres. C'est une solution naturelle. Une solution de proximité. De proximité. Vous voyez, faire le compost, c'est à portée de main. Nous venons encore, il y a quelques semaines, on a fait un cours. Et pendant ce cours, on a développé au moins une trentaine de pratiques et de produits différents pour la fertilisation du sol et pour aussi le traitement des plantes. Vous voyez, par exemple, actuellement, on développe le bokashi. Le bokashi, c'est une forme de compost, mais qui est fabriqué comment? On utilise les balles de riz. Vous voyez, quand on appelle ça décortique le riz, les balles de riz, on utilise aussi du charbon, on utilise de la cendre, on utilise de la mélasse, c'est-à-dire les sous-produits. Lorsqu'on fabrique le sucre, vous voyez, on peut même utiliser du sucre roux pour faire ça. On utilise aussi, comment on appelle ça, on peut aussi utiliser les herbes qui sont autour de vous, bien découpées. Et cet ensemble-là, on mélange cela. Et au bout de 15 jours,
ça devient utilisable. Vous pouvez utiliser même le sucre roux qui entre... Même le sucre qui rentre dans la fabrique. Si vous n'avez pas de mélasse, vous pouvez utiliser le sucre roux. C'est vous dire que lorsque l'on regarde bien autour de soi et qu'on est patient, qu'on analyse son exploitation, on a les problèmes. Et je vous dis, la nature a vraiment si bien fait les choses que quand vous avez des problèmes, normalement, pas trop loin de vous, vous avez des solutions. Il y a des plantes qui poussent et qui sont des plantes fertilisantes. Mais est-ce que ce n'est pas parce que ces solutions-là dont vous parlez ne sont pas documentées, ne sont pas vulgarisées? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que les producteurs vont chercher les solutions ailleurs? Voilà, vous touchez un problème que nous sommes en train de résoudre. Donc nous sommes aussi en train de documenter cela. Tout ce dont je vous ai parlé là, nous sommes en train de faire des fiches techniques qui sont mises à disposition de tout le monde. Comme je vous ai dit, l'agroécologie, c'est une autre relation avec l'autre. En agroécologie, on partage. On ne garde pas, moi j'ai trouvé, non, on cache ça à l'autre, non. Parce que nous voulons que le plus grand nombre de producteurs possibles soient impactés et produits comme ça. Ensuite, vous avez dit effectivement, on ne donne pas l'information. Mais il faut dire aussi que les gens, il y a des préjugés. Aujourd'hui, les gens ont été formés. Vous voyez, même le jeune que vous avez vu sur ce site-là, il a fait le lycée agricole de Sékou. Franchement, ils sont bien formés, pratiques agricoles, très bien. Mais il n'y a pas eu une seule ligne sur l'agroécologie dans sa formation. Ce qui pose le problème de la formation à l'agroécologie. Exactement. Et donc, il faut de la formation. Ensuite, j'ai dit tout à l'heure la patience. Mais c'est vrai que c'est aussi un élément important. Quand nous parlons avec les gens, ils disent, oui, moi-même, je vais fabriquer mon compost. Voilà, ça prend du temps. Et puis maintenant, si j'ai un hectare, comment je... Mais il suffit de s'organiser. Le monsieur que vous avez vu près d'Alada, monsieur Arwansé, lui, il exploite 8 hectares. 8 hectares, il fait le maïs, il fait l'ananas, il fait des arachides. 100% agroécologique. 100%, il fait il a un hectare de papayer, il a des agrumes. Mais il n'a jamais rien utilisé. Et lui-même fabrique son compost. Donc, si vous êtes organisé, vous pouvez faire tout ça. Seulement, les gens ne veulent pas aller dans ce sens-là. Comme on dit chez nous, là, il faut une solution tout de suite pour régler le problème. Alors, un principe sur lequel j'aimerais beaucoup qu'on revienne, c'est la relation de l'agroécologie avec l'eau. Selon mes informations, avec l'eau. Selon mes informations, l'agroécologie contribue à l'optimisation de l'eau. Oui. Est-ce que c'est vrai? Bon, je peux dire, c'est vrai, c'est pas là que se trouve pour moi la relation la plus critique. Mais c'est quand même vrai aussi qu'une agriculture qui utilise massivement de l'eau doit être révisée. C'est-à-dire, parce que si vous faites ça, bon, vous créez des conditions, bon, à moins que vous soyez dans des zones où cela soit possible. Mais l'utilisation massive de l'eau, on peut réduire ça. Mais aujourd'hui, chez nous, ce n'est pas le point le plus critique. D'accord. Voilà. Et alors, est-ce que toutes les terres aujourd'hui sont propices à l'agroécologie? Voilà. Je vous le dis tout droit, toutes les terres, on peut pratiquer l'agroécologie sur toutes les terres. C'est vrai que les terres les plus fertiles, c'est plus facile. Ou les terres les plus dégradées, c'est plus difficile. Vous savez, le père de l'agroécologie, il s'appelle Pierre Rabhi. Et l'agroécologie, vous savez, a commencé vraiment en Afrique. Parce que ce monsieur, au temps de Sankara, qu'il avait invité au Burkina Faso, ils ont pris un espace. Et c'est presque dans le Sahel, au Burkina Faso. Dans le Sahel, hein? Oui, Ngrom. Et c'est là qu'on a commencé à développer les pratiques agroécologiques. On a eu de la chance. Pierre avait visité notre pays, il est venu ici au Bénin. Je me souviens plus, ça doit faire quelques 3 ou 4 années. Et c'est à l'occasion de sa visite que nous avons créé au Bénin la Fédération agroécologique du Bénin. Et le Pierre Rabhi, vous savez, là où il vit, en France, il est français, mais d'origine maghrébine. Mais là où il vit dans les Cévennes. Et les Cévennes, en France, c'est les terres les moins riches. Et pourtant, c'est là que l'agroécologie a commencé. Et je dois dire que c'est là où on a le plus de difficultés, en fait. C'est là où il faut trouver les solutions. On cherche les solutions. Voilà.
Alors, Assiom, on est pris par le temps, Ah je oui, ça suppose. c'est vrai. Alors, L'agroécologie. je vais résumer un peu ce que M. Segbeno a dit. On peut dire qu'avec l'agroécologie, on fait tout avec la nature, pour la nature. Et pour nous aussi. Voilà. Alors, et demain, on va revenir sur le plateau même de Monde Agricole pour parler de la marche du Bénin vers l'agroécologie. Où est-ce que le Bénin en est véritablement? Véritablement. Mais pour ce soir, nous continuons notre marche vers notre centre de santé du Grand Rendez-vous, bien évidemment. Ce sera avec Heureuse Danodé et son invité. Nature et bien-être, une question. Alors, doit-on toujours avoir peur, doit-on toujours continuer d'avoir peur, pardon, des sidéens ou du virus VIH? Ah oui, c'est une grosse interrogation. Ben, on se demande, est-ce que cette question-là vaut la peine d'être posée? Ben, on verra tout ça dans un instant puisque c'est Heureuse Danodé qui pose la question à son invité. Il sera là tout à l'heure pour nous répondre. On suit d'abord ce reportage de Marcel qui nous amène dans un type de métier. Bon, il paraît que c'est le plus ancien hein, dans le monde. Et c'est là, c'est carrément un métier à prévalence VIH, sincèrement, les travailleuses de cesse. Devant certaines auberges, boîtes de nuit ou buvettes, et un peu retirées de la route, des femmes dont l'âge oscille entre 20 et 40 ans sont debout ou parfois assises. Sommairement vêtues, elles attendent impatiemment des clients. La rencontre avec ces jeunes dames se déroule dans un quartier de Cotonou. Elles se prêtent à notre entrevue et ne ménagent aucun détail pour mieux faire comprendre la face cachée du boulot. Ce que nous faisons dans la nuit, c'est plus que ce que font les bureaucrates. Nous travaillons plus que eux. Si je vais vers les 19h, 19h30 comme ça, je reviens des fois, si je suis fatiguée, à 0h ou à 1h, je vais à la maison. Des fois, si je suis là, je ne retrouve pas ce que je veux, donc je dois rester jusqu'à 6h de demain avant d'aller à la maison. 22 ans ou bien. J'ai commencé à 22 ans avec 2 enfants. Aujourd'hui, je suis à 6 ans d'expérience. Moi, je suis coiffeuse de formation. J'ai commencé ce travail grâce à des amis. Dans la majorité des cas, les filles louent une chambre, y vivent et y travaillent. Pour celles qui ne vivent pas sur place et qui ne viennent que la nuit, elles se mettent en groupe pour louer et payer mensuellement. Parfois, elles y vont même en état de grossesse. Au début de ta grossesse, tu peux continuer à travailler jusqu'au moment où ça doit se faire remarquer. Moi, je totalise déjà 12 enfants. Ce sont les Togolaises, les Ghanéennes et les Nigérianes que nous avons copiées chez nous. Des histoires heureuses, il en existe peu dans le monde de la prostitution. Certains ne nous payent pas parfois et nous brutalisent. Il y en a qui reviennent éjaculer le lendemain si en temps ils n'ont pas pu le faire. Pour éviter parfois les violences, nous sommes obligés de débourser de l'argent pour les petits bandits du coin. On ne sait même pas comment quitter ce travail puisque ça vous aide beaucoup. Chacun a en mémoire une poignée d'agressions qui lui ont marqué le cœur ou la peau. Mais très peu racontent. La plupart préfèrent se taire pour ne pas révéler un secret que leur famille souvent ignore. Oui, les conséquences, ces maladies et surtout le VIH-Sida. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a M. Eric Gbagidi, agent du programme santé de lutte contre le sida, qui est sur le plateau, qui va certainement confirmer ou infirmer
Bonsoir d'être là, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Bonsoir, Rose Danondé. Bonsoir, Assioum Gaba. Ah oui, c'est une grosse interrogation aujourd'hui, hein, oui. sur le grand rendez-vous, une grande question, sincèrement. Doit-on toujours avoir peur? Bon, moi, je vais peut-être tourner la question autrement. Et ça, d'ailleurs, grâce à mon chef production, M. Christian Yangadia. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que nous avons dépassé la stigmatisation, tout simplement? D'accord. Parce que là, doit-on avoir peur? Ça fait également un peu... Ah oui, c'est bon. Est-ce qu'il faut avoir peur des Sidéens? Encore que Sidéen, c'est un thème, je dirais, péjoratif. Que... Ça, c'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est PVVIH, c'est mieux. C'est ce que les gens connaissent le plus. Bon, PVVIH, c'est mieux. C'est mieux à Siongaba. Maintenant, vous avez sorti le mot classique. Alors, monsieur Guaguidi, merci d'être là. Ok, merci à vous aussi. Alors, aujourd'hui, on peut encore parler de stigmatisation dans notre pays. Ok, merci. Avant tout propos, permettez-moi de vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez, qui me permet de me prononcer sur le train-train de tous les jours, le VIH. La stigmatisation, comme vous l'avez... Votre train-train de tous les jours? Oui, c'est notre train-train. Voilà. Le train-train de tous les jours. La stigmatisation, on n'a pas encore zéro stigmatisation dans le pays. Pour pouvoir répondre à cette question, je préfère aborder la question telle qu'elle a été posée. Si aujourd'hui on doit avoir peur ou bien on ne doit pas avoir peur des personnes vivant avec le VIH. C'est une question ambivalente, à double manche. Nous dirons oui et non. Oui, parce que le VIH, l'infection à VIH, qu'on veut ou non, c'est une maladie. Et toute maladie fait peur. La maladie fait peur en général, que ce soit le VIH, le paludisme. Quand on vous déclare que vous avez une maladie, vous avez peur. Encore qu'il s'agit d'une maladie incurable. Le VIH est une maladie aujourd'hui incurable. Mais on peut le maîtriser. Le VIH est maîtrisé. Et du moment où c'est maîtrisé, avec les conseils du prescripteur, du médecin chargé de la prise en charge du VIH, aujourd'hui, normalement, on ne doit plus avoir peur du VIH. Puisque les personnes vivant avec le VIH sont comme vous et moi. Ils vivent leur jour et leur vie comme nous le vivons aussi. Ils mènent les activités régaliennes comme nous le faisons. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est que... Encore qu'il y en a parmi eux qui ont encore l'embonpoint hier, hein, comparativement aux personnes comme moi. Il y en a qui ont plus d'embonpoint, plus d'embonpoint que moi. Donc, avec l'avènement du traitement aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH se sentent de mieux en mieux et normalement ne doivent plus faire peur. Alors, est-ce vrai que ces travailleuses de sexe sont beaucoup plus enclins à avoir le sida que les restes? Bon, oui, nous sommes en face du monde, il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont. En fait, pourquoi nous disons que les travailleurs de sexe, certains diront les professionnels de sexe, parce que c'est le terme qui est maintenant ce n'est plus TS. Ce n'est plus TS, c'est PS. Professionnel de sexe. Professionnel de sexe. Oui, c'est une profession. Et je crois, dans le langage commun, on dit souvent que c'est le plus vieux métier du monde. Tout à fait, c'est reconnu par l'OIT? Bon, c'est reconnu dans certains pays. Dans certains pays. Reconnu dans certains pays. Et dans notre culture aussi, ça se dit. Chez moi je suis marié, on dit, Gassin, dit le roi aussi puissant qu'il soit, ne peut interdire la prostitution sur son territoire. Ben pourquoi? Mais s'il le fait, il risque d'être le premier à consommer. Donc c'est un métier où nous collaborons avec tous les jours. Néanmoins, on ne peut pas laisser tel que ça se passe. Il vaut mieux cadrer. Voilà. Et c'est pour pouvoir cadrer que les actions que nous menons au niveau du programme santé de lutte contre le sida sont dirigées parfois vers ces cibles-là. C'est-à-dire, nous les appelons les populations clés. Ces populations servent de passerelles. Vous voyez, quand vous quittez Dantokwa, au niveau de Dantokwa, il y a une passerelle qui est là, qui relie la partie est à la partie ouest. Donc, ces populations-là sont comme une passerelle qui existe entre les personnes vivant avec le VIH et la population en général. Lorsque vous les laissez, alors l'épidémie sera au rendez-vous. Donc les actions sont menées à l'endroit de cette population. Et il n'y a que les professionnels de sexe? Non, il y a d'autres populations aussi. En dehors des professionnels de sexe, nous avons aussi les personnes qui ont des rapports sexuels avec
les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, excusez-moi, qui existent aujourd'hui dans notre pays. Les gays, c'est une réalité. Il y a aussi les utilisateurs de drogues injectables, les homosexuels, tous ceux-là sont des populations clés qui entretiennent l'épidémie au niveau de la population générale. Donc les actions de prévention sont orientées en général vers la population, mais également à l'endroit de ces cibles spécifiques. Surtout. Et par rapport au PS, si je veux mettre un accent sur ce qui est fait de façon spécifique, nous avons un dispensaire à Cotonou. On appelle service adapté, qui prend en charge cette TS-là. Et tous les mois, qu'elles soient malades ou non, elles se rendent et on leur fait les soins gratuitement. Les travailleurs de sexe, les professionnels de sexe. PVVIH ou... PVVIH ou non. Ou non. Ok. Ou non. Puisque en dehors du VIH-Sida, nous avons les infections sexuellement transmissibles de façon générale qui préparent le lit au VIH. Vous savez, il y a des infections qui donnent des lésions au niveau de l'organe génital de la femme. Ces lésions se présentent souvent comme des plaies ou des ulcérations. Et quand un homme a des rapports sexuels avec cette PS qui a des ulcérations, la probabilité d'être infecté est très forte. Et lorsque vous entretenez bien cette PS, lorsque vous la soignez correctement, lorsque vous arrivez à mettre fin à l'infection sexuellement transmissible, qu'elle a à son niveau, vous barrez la voie à l'infection VIH. Aujourd'hui, permettez-moi, quelle est la situation épidémiologique? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, il y a des chiffres. Si nous voulons avancer quelques chiffres, par rapport au PS, par exemple, leur prévalence, il y a 4 ans, on avait mené une enquête où la prévalence était de 13,5%. Mais l'année dernière, en 2017, cette même étude a été reprise au niveau du pays et la prévalence au niveau des PS est de 8,5%. Vous voyez, de 13,5%, on est passé à 8,5%. Donc ça montre que la population, en tout cas des actions ont été menées pour quand même diminuer la prévalence au niveau de cette cible-là. Quand je prends les utilisateurs de drogues injectables, il y avait des études qui ont été menées qui ont montré que la prévalence était autour de 5%. En 2000, il y a 4 ans. Mais il y a quelle relation entre la drogue et le sida? Je n'arrive pas à comprendre. On parle les utilisateurs de drogues injectables, c'est cette catégorie d'acteurs qui s'injectent directement la drogue dans le sang. Dans le sang. Et ils le font par des matériels, par les seringues. Stérilisés. Ah, d'accord. Non stérilisés. Non stérilisés, par exemple. Ils se passent aussi ces matériels entre eux. Imaginez si une personne qui a le VIH utilise ce matériel et le passe à la queue leu avec son collègue. Le VIH aussi passe à la queue leu. Toute la société est... Voilà. Donc, c'est pourquoi nous les mettons dans les populations vulnérables. Et les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, souvent, c'est des rapports anaux. D'accord? Au lieu que ce soit le sexe contre le sexe, c'est l'anus et le sexe. Et vous savez que chez eux, ça ne peut pas être le sexe contre le sexe. Et si ce rapport n'est pas accompagné de matériel adéquat, puisque dans les programmes de prévention, il y a des matériels adéquats. En dehors du préservatif, on a les lubrifiants que nous mettons à la disposition de cette catégorie d'acteurs. Ces lubrifiants leur permet ça permet de bien glisser, de glisser correctement le préservatif. Lorsqu'on n'a pas ce lubrifiant à disposition, ce rapport peut faire intervenir des lésions qui vont être à la base de la contamination par l'infection à VIH. Donc voilà autant de... Revenons alors aux chiffres. Est-ce qu'il y a une baisse au plan national? Au plan national... Entre-temps, on nous a parlé d'une stabilité. Où est-ce qu'on en est? Oui, la stabilité s'est confirmée encore l'année dernière. Toujours 1,2%. Nous sommes à 1,2%. Au niveau de la population on ne peut pas descendre encore? Oui. Il ne peut pas y avoir moins d'1% dans notre pays? Pas. C'est trop tôt de crier à la victoire. Déjà, avec les nombres que nous avons, ça augure quand même d'un lendemain meilleur. La courbe pourrait s'infléchir. Parce que si la courbe doit s'infléchir, il faut qu'il y ait des études. Et ici, ces études seront centrées sur les nouvelles infections. On parle de taux d'incidence. Vous voyez. Donc déjà, on a un début de l'année dernière, de 3 ans à aujourd'hui, on a commencé à constater que
les nouvelles infections diminuent. Oui, à cause de l'avènement des médicaments qu'utilisent cette catégorie de personnes. Oui, alors, monsieur Baguidi, dites-nous, aujourd'hui, il s'agit donc de tourner la page de la stigmatisation. Oui. Alors, quelle doit être alors la nature des relations entre les personnes saines et les personnes infectées aujourd'hui? Ok, merci pour la question. Quand on me pose cette question, ça me fait rire. Parce que nous sommes dans une communauté, je parle de la communauté béninoise, la société béninoise. Il n'y a plus cette famille aujourd'hui, il n'y a pas une personne vivant avec le VIH. Je défie. Vous avez mené votre enquête. Chez moi, il n'y a pas de VIH. Il n'y a pas de PV-VIH. Moi, dans ma famille. Quand nous parlons de famille, vous avez fait analyser tous ceux qui sont dans votre famille en Afrique. C'est de la collectivité. Hein? Voilà. Ne voyez pas la famille nucléaire. Non. Nous sommes dans un contexte de famille élargie. Et oui. Si ce n'est pas votre cousine, c'est votre cousin, ce n'est pas votre neveu, c'est votre nièce, etc. Un parent au moins a le VIH. Et ce n'est pas parce que c'est ce parent a le VIH que nous n'allons plus le considérer comme parent. Donc, au départ, c'était ça. Je vous raconte juste une anecdote. On va y aller très rapidement, le temps est fini. Au départ, quand on a découvert le premier cas du VIH, le gouvernement s'est empressé dit allez le déposer. C'était un expatrié. On a réservé un avion pour le déposer. Après, c'était des Togolais. On les a déposés à la frontière. Mais le jour où on a trouvé un Béninois, on a fait quoi? Il faut l'amener où? On l'a gardé chez nous. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, aujourd'hui, nous devons nous mettre en tête que nous sommes tous concernés. Ce qui est sûr, la page est tournée. Et que la stigmatisation zéro n'existe pas, mais nous n'allons pas baisser la garde. C'est une lutte perpétuelle que nous allons continuer de mener, espérant un jour que cette page soit tournée définitivement. Définitivement. Merci beaucoup. Ce qui est sûr, elle est tournée. Merci, M. Baguidi. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Le Bénin a reçu la lettre de confirmation d'inscription du complexe Pendiari-Arli sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, que peut donc gagner un pays qui abrite un site patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est à cette question que nous allons répondre avec l'aide de Pacom Alomakwe. Il est gestionnaire de patrimoine culturel. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci de nous retrouver une fois encore. Quand il s'agit de patrimoine, quand il s'agit de culture, vous êtes là et c'est un honneur pour nous. Bien sûr, c'est aussi un honneur pour moi de me rendre utile pour la nation et éclairer un peu la lanterne des populations sur les questions liées au patrimoine, à la culture et pas concernant parfois au tourisme. Alors aujourd'hui, il y a quelques jours, on a appris sur les réseaux sociaux et maintenant sur l'image a circulé que le parc Pendiari est allé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est à croire que c'est cette année que c'est arrivé cette bonne nouvelle. Bon. Peut-être que telle que l'information a été diffusée, a suscité un peu d'amalgame dans la tête des gens. Vous savez que, bien qu'avec moi, que depuis 2017, on parlait de l'inscription de Pendiari sur la liste du patrimoine mondial. Et donc, ce n'est pas une information nouvelle, l'inscription. Mais il faut reconnaître que c'est dans le cadre du colloque que l'UNESCO a organisé pour parler un peu de la restitution des biens, des trésors du patrimoine culturel, les trésors, les œuvres patrimonial. Donc, c'est dans le cadre de cette conférence internationale à laquelle le président même a préparé. Vous savez, il a prononcé son discours, un des discours cultes dans le domaine en ce qui concerne la restitution des biens. Oui. Voilà, c'est un sujet d'actualité également. Donc, c'est dans le cadre de cette conférence internationale que l'UNESCO a remis en réalité l'acte qui consacre la reconnaissance du complexe Arli Pendiari sur la liste du patrimoine mondial. Il faut que je précise aussi que ce complexe a été déjà inscrit sur la liste du patrimoine mondial par le Niger, la partie Niger, parce que c'est un vaste domaine. Donc la partie Niger a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial depuis 1996. Wow. Et donc, oui, et c'est pourquoi on parle d'inscription par extension. Ça a été déjà fait au Niger, et donc le Bénin s'est greffé sur le Niger pour présenter maintenant son dossier qui a été accepté. Le Bénin aussi est maintenant pris en compte. Donc, le complexe Arli Niger prend en compte 3 pays, le Bénin,
le Burkina Faso et le Niger. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est depuis le parc W, hein? Bien sûr. W jusqu'au parc Pengari. Oui, bien sûr. Tout ça directement sur dans un enclos reconnu par l'UNESCO. Voilà. Désormais. Vous savez, quand on parle de l'UNESCO, c'est le monde entier. Et donc, le parc qui se retrouve dans plusieurs pays, c'est une petite zone. Quand on parle du monde, la Terre, vous comprenez. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Alors, que gagne le Bénin ou que gagnent ces pays en réalité en ayant ce patrimoine ou bien ces sites-là sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? Alors, c'est une chance. Vous savez, tout le monde n'arrive pas à faire passer son dossier sur la liste du patrimoine mondial. Et parfois, les gens envoient les dossiers qui font 10 ans, 20 ans et plus, hein, juste parce que c'est énorme comme travail qu'il faut faire avant de pouvoir inscrire ou faire inscrire un bien sur la liste du patrimoine mondial. Alors, lorsque vous arrivez à traverser ce désert, je vais dire, le tunnel du dépôt de dossier et puis de sa validation jusqu'à son inscription sur la liste du patrimoine mondial, les retombées sont énormes. Et je vais me contenter de 4 types essentiels de retombées. Retombées culturelles. Vous savez, culturelles parce que c'est un peu des choses qui ont rapport avec la pratique des populations qui se retrouvent sur le site ou dans l'enclos, dans l'entourage du site. Alors, culturel parce que désormais, la manière par laquelle les communautés à la base qui sont autour du parc ont contribué à la sauvegarde de cet environnement, de cet écosystème, va constituer désormais, c'est-à-dire un exemple à suivre. Et les gens viendront, c'est-à-dire d'autres pays qui auront peut-être envie d'inscrire des sites comme ça désormais, vont venir se ressourcer voilà, à la technico-compétences des Béninois. Mais ils peuvent quand même venir directement dans l'administration pour voir comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils sont obligés d'aller Il faut nécessairement aller sur le terrain. village? Le parc, c'est au nord, c'est dans Tangueta. Oui. C'est dans la zone de Tangueta, c'est dans la Takora, et on en a vers aussi les Niki et autres. Dans la Liborie aussi. Et on rentre dans le Niger. Donc, on ne peut pas rester à Cotonou. Il faut aller sur le terrain, voir, vivre cette pratique-là pour connaître. Vous savez, la meilleure manière d'apprendre une technique, c'est l'expérience. Donc, il faut aller sur le terrain. Et donc, ça, c'est un atout. Donc, désormais, la pratique, par exemple, la chasse traditionnelle, ces choses-là, qui constituent quand même des manières de consommation des biens autour du parc, mais qui n'a pas quand même détérioré ce qu'on appelle l'authenticité ou l'originalité du site. Ça fait partie des objets, des choses qui intéresseraient les touristes, donc même des scientifiques et autres qui viendront comprendre. Alors, il y a aussi des retombées sociales. Les retombées sociales, c'est l'estime de soi, l'estime de ce peuple, de cette communauté. Désormais, moi, je suis fier de dire qu'au moins le site ou le complexe W. Arli Pengari est inscrit sur la liste du patrimoine. Donc, c'est une fierté, c'est une reconnaissance. Et quand je dis reconnaissance, vous savez, un parc inscrit sur la liste, c'est une communication mondiale sur le site. Très bien. Et donc, la destination attire les gens du monde. Et ça dit que désormais, nous aurons plus de visiteurs. De plus en plus. Et je reviendrai parce que ça nous permettra de parler un peu des retombées économiques. Mais donc, je vais d'abord rester sur le social pour dire que désormais, c'est que ces touristes qui vont venir vont essayer de comprendre davantage la communauté qui est là, etc. Et quel est leur mode de vie, comment ils arrivent à se soigner, à se nourrir, à se loger et tout ça là, quoi. Donc, tous ces éléments susciteraient désormais une certaine curiosité de la part des touristes. Et je vais dire, quand un touriste vient dans un pays, les énormes choses qu'on gagne, on ne peut pas imaginer. Vous savez que parfois, je prends le cas de Abomey. Okay. Abomey a arrivé à avoir des relations avec des communes en Europe juste parce qu'il y a sur son territoire le site des palais royaux d'Abomey. Et ça veut dire qu'il y a des opportunités qui arrivent
pour le pays ou pour la commune qui abrite ces sites, juste parce que le bien est sur la liste du patrimoine mondial. Patrimoine mondial. On va détailler les retombées économiques là dans un instant, puisqu'il est l'heure du journal sur le grand rendez-vous. Nadège Sani déjà en place dans la rédaction de BB24 pour nous développer le grand rendez-vous des news de l'actualité ce soir à 19h45. Elle est là déjà, on y va pour le journal. Bonsoir, bienvenue dans cette édition du soir, le sommaire. L'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant est désormais inscrite à l'agenda de la Fondation Claudine Talon. Une table ronde a été initiée depuis lundi pour sensibiliser les acteurs de la santé et mobiliser des ressources. Mois de Ramadan, occasion pour certains commerçants de maximiser leurs revenus face à la forte demande de certains produits utiles aux jeunes. Le constat est le même chaque année. Quelles en sont les raisons? Certains acteurs se prononcent. Parlant toujours de ce mois de jeûne, on s'intéresse également à l'ablution chez les musulmans. C'est un bain rituel de pureté et de sainteté qui précède la prière. La Fondation Claudine Talon a initié, et ce depuis ce lundi, une table ronde. Principal objectif, mobiliser et sensibiliser sur l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Les acteurs concernés par cette lutte et les partenaires techniques et financiers ont tous répondu présents à cet appel de haute portée. Alessis Kenom, Alès Donsi, Christelle Tongodo. Il y a quelques mois déjà, décembre 2017, la première dame s'est prononcée sur la gestion inachevée du sida lors du panel de haut niveau de l'Organisation des premières dames d'Afrique luttant contre le sida. Dans cette dynamique, elle a souhaité, à la demande de certains acteurs et structures impliquées, l'organisation d'une table ronde nationale. Elle a pour thème « Prise en charge pédiatrique » et l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant au Bénin. La situation des femmes et des enfants vivant avec le VIH au Bénin reste préoccupante. Selon les statistiques disponibles en 2017, sur 100 personnes contaminées par le VIH au Bénin, on dénombre au moins 10 enfants âgés de 0 à 14 ans, dont seulement 3 bénéficiant d'un traitement ARV. La mortalité des enfants infectés a quasiment triplé au Bénin en 2015 et 2016, révélant ainsi que la couverture et la qualité de la prise en charge pédiatrique sont en deçà des seuils acceptables. Des chiffres assez importants qui préoccupent plus d'eux. Cependant, les participants souhaitent plus d'action. Il faut nécessairement, et ça c'est important, de sensibiliser, d'intensifier la sensibilisation pour que justement de façon progressive, les gens puissent déjà se faire dépister, connaître ce que c'est que la maladie, se faire dépister, et à force d'en parler, la discrimination dont on parle, elle aura la forte chance de disparaître d'elle-même. La présente table ronde est également soutenue par Clayton Health Access Initiative. Notre mission est d'étendre l'accès aux services les plus efficaces de prévention et traitement du VIH à tous ceux qui en ont besoin. Notre approche est basée sur l'amélioration de la dynamique des marchés pour les médicaments et produits de diagnostic et consiste à faire baisser les prix des antirétroviraux et autres intrants, l'accélération de l'accès aux technologies nouvelles et à l'innovation pour sauver des vies, et l'aide au gouvernement. L'accès à des médicaments de qualité est un droit fondamental et non négociable. Les médicaments et d'autres produits de santé doivent être sûrs, efficaces, abordables et surtout accessibles.
Au sorti de ces assises, les participants de cette table ronde ont effectué une visite dans les locaux du centre hospitalier et universitaire Surulere de Akwakpa. Vous l'avez remarqué tout à l'heure que nous avons un seul pédiatre. Donc tous les autres pédiatres qui sont recrutés sont à la charge de l'hôpital. Ça fait 1. 2, les investissements par rapport aux équipements. C'est l'hôpital en grande partie qui effectue effectivement cet investissement. À l'issue de ces différents échanges avec les différents membres de ce centre, Claudine Talon se réjouit des efforts et encourage le personnel du CHU Surulere d'Akwakpa. Une nouvelle loi interdit le commerce de l'essence frulatée sous toutes ses formes au Bénin. C'est ce qui ressort de la loi 2018-15 portant code pénal que les députés ont adapté hier mardi 5 juin 2018. L'article 929 de cette nouvelle loi stipule que le commerce des carburants, notamment l'essence super, essence tourisme, pétrole, gasoil, mélange de temps, ainsi que celui des lubrifiants aux abords des rues, des agglomérations et tout autre endroit autre que les dépôts et installations de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers ou des distributeurs agréés sont rigoureusement prohibés. Tout contrevenant s'expose à des sanctions prévues par le Code. La communauté musulmane a démarré son carême depuis des jours. C'est le mois de Ramadan qui est en cours et déjà la flambée des prix des produits de première nécessité s'observe dans nos marchés. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat. Christian Devouchi, Marcel Arrossi. Mois de Ramadan, les musulmans sont en jeûne. 30 jours au cours desquels ils ne doivent ni manger ni boire de l'aube au coucher du soleil. Au Bénin, ce mois saint du calendrier islamique rime très souvent avec spéculation. Cela fait près d'un mois que j'ai pris ces oignons, le sac à 20 000 francs. Actuellement, c'est déjà à 28 000 francs et plus. Alors qu'il y a quelques semaines, on en trouvait jusqu'à 15 000 francs. 16 000 et puis ayo local de Même l'ail local qu'on a pris le mois dernier à 35 000 francs est déjà à 45 000 francs. Nous sommes au marché Saint-Michel, à quelques mètres du marché international d'Antokpa, dans la capitale économique. Martine, l'une des vendeuses du marché, affirme que la flambée des prix n'épargne aucun produit. Tout est cher, tous les produits alimentaires. Le manioc qu'on prenait à 1 000 francs est monté jusqu'à 13 000 francs aujourd'hui. 13 000 francs. Les gens disent que ce sont les musulmans qui mangent beaucoup. Mais nous ne savons pas aussi si ce sont nos importateurs qui jouent sur les prix. À quelques pas d'elle, on retrouve Joséphine. Elle est vendeuse de fruits. Chez elle, le problème n'est pas le même. Au niveau des fruits, là, il n'y a pas d'augmentation. Les fruits sont moins chers maintenant. Tous les fruits, les pommes, bananes, mangues, tout est moins cher maintenant. Mais le seul problème qu'on a là, c'est qu'il n'y a pas les acheteurs qui viennent. C'est le seul problème qu'on a. La responsabilité, dans ces conditions, est imputée aux opérateurs économiques et aux commerçants. Est-ce qu'il n'a pas un État? Il n'a pas la loi? Alors, quand les villes individuelles sont plus forts que l'État, vous voulez quoi? Dans les pays bien respectés, on respecte les prix fixés. Pendant votre révolution, quand vous parlez des commerçants véreux, ils sont toujours là. C'est ceux-là qu'on appelle les commerçants véreux. Le mois de Ramadan arrive, ils savent que le musulman, quoi qu'en soient les circonstances, il doit acheter.
il a l'argent, il n'a pas l'argent, il doit gêner parce qu'il sait que c'est le mois de la solidarité. Partout, il y a les hommes francs et les hommes qui ne sont pas francs. Les conditions, c'est ça la pauvreté. On n'a rien. Tout le monde, quand quelque chose arrive, on profite. Même si le jeûne est très bénéfique pour les fidèles musulmans qui en observent les prescriptions, tout le monde devra faire face au phénomène de la hausse des prix, devenu pratique courante au cours du mois de Ramadan. On reste toujours avec la communauté musulmane pour parler cette fois de l'ablution. C'est un bain rituel de pureté et de sainteté, un acte de foi qui précède la prière et cet acte religieux tel que prévu par le Coran. L'ablution est une purification de certaines parties du corps du fidèle musulman. Ce reportage que je vous invite à suivre nous édifie davantage sur les obligations de l'ablution au sein de la communauté musulmane. Des mains jusqu'aux narines, en passant par la bouche, le fidèle musulman nettoie 3 fois son visage, sans oublier sa nuque, ses avant-bras, ses chevilles et ses pieds. Un rite de pureté avant toute prière. Lorsque vous regardez les parties que nous parcourons pendant l'ablution, vous allez constater que c'est les parties qui sont beaucoup plus exposées à la souillure, à la saleté. Et vous avez les mains, le visage, vous avez les pieds, vous avez la bouche, ainsi de suite. À chaque étape, il y a des choses à dire, c'est des invocations. Par exemple, en lavant le visage, on dit par exemple, « Oh Seigneur, je veux que tu illumines mon visage le jour du jugement dernier pendant que les autres visages vont se noircir. » Quand il lave les mains, il y a des prières pour dire Dieu, purifie mes mains de tout ce que j'ai touché comme souillure. Purifie mes mains de tout ce que j'ai pris qui ne m'appartient pas. On inhale l'eau dans les narines pour demander à Dieu, Dieu, purifie aussi mes narines des senteurs qui ne valent pas la peine d'être senties. L'islam reconnaît et enseigne 3 types d'ablution. Il y a ce que nous appelons la grande ablution, qui n'est en réalité que la purification de tout le corps. La petite ablution qui se fait en prélude à la prière elle-même, qui est d'ailleurs une obligation. L'eau, un liquide précieux, est plus que nécessaire pour faire l'ablution. Toutefois, tout fidèle musulman peut se servir du sable ou de la pierre pour se purifier selon les prescriptions du Coran. L'eau est une obligation quand elle est là. Mais quand elle n'est pas là, le sable remplace l'eau. La pierre remplace l'eau. En ce moment, on fait ce que nous appelons, à défaut de l'eau, nous appelons le tayammum. Le tayammum, c'est une sorte d'ablution sèche qui se fait sans l'eau. Les femmes sont aussi astreintes à cette obligation, mais dans certains cas spécifiques, elles sont exemptées. Quand la femme est en menstrue, il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'ablution, il n'y a pas de jeûne. Dans ce cas, l'islam demande à ce qu'elle arrête de faire cette ablution jusqu'au moment où elle va finir la menstruation. Et maintenant, dès qu'elle finit, elle fait cette fois-ci la grande ablution pour continuer avec la petite ablution. Un acte obligatoire qui précède les actes religieux tels que prévus par le Coran. Tout musulman qui oublie sciemment de sacrifier à ce rituel affaiblit sa foi et ses convictions religieuses. La Société financière internationale a annoncé le 4 juin dernier l'octroi de 60 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA, au groupe Bank of Africa. Ces fonds serviront à soutenir les petites et moyennes entreprises dans 8 pays en Afrique. La Société financière internationale précise que la moitié des fonds seront alloués à des micro-entreprises dirigées par des femmes ainsi qu'à des projets visant à lutter contre le changement climatique.
Au Cameroun, les frais des examens officiels dans l'enseignement secondaire seront payés par Mobile Money dès 2019. L'annonce a été faite par la ministre des Enseignements secondaires qui vient de signer une convention avec 4 sociétés agréées. Ce nouveau mode de paiement aura le bonheur de mettre un terme au détournement des frais par les élèves eux-mêmes ou alors par certains chefs d'établissement qui hypothèquent souvent l'année scolaire d'innocents élèves. Merci de votre aimable attention. À demain. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation. Rendez-vous demain, 19h45, pour une autre édition. Alors, parlant d'édition, celle de ce grand rendez-vous va continuer avec le plateau de l'Espère, avec Paco Alomakwe, gestionnaire de patrimoine. Avec lui, nous parlions bien sûr de retombées liées à l'inscription du complexe W. Pengari Arli sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, Paco Alomakwe, vous nous aviez parlé en temps des retombées culturelles, sociales. Oui. On a abordé celles liées, bien sûr, à l'économie. Oui, bien sûr. En termes de retombées économiques, vous savez, un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial permet à ce pays de drainer vers sa destination les touristes. Ils viennent de partout. Aujourd'hui, le Bénin a la chance d'avoir des touristes qui vont visiter 3 pays, dont le Bénin, c'est-à-dire Burkina Faso, Niger et Bénin. Et donc, il faut dire que le Bénin a la plus grande partie bien de sûr, ce complexe. Oui, le Bénin a la plus grande partie. Et le Bénin, au début, enfin, par exemple, quand je prends le Niger, quand je prends le Burkina Faso, il y a souvent, parfois, ceux qui visitent ces pays-là sont plus nombreux. Quand je parle de... Là, nous sommes en train de parler de sites, paysages bien naturels. Alors donc, déjà, il y a déjà une habitude de touristes qui vont au niveau du Burkina Faso et du Niger. Le désert, il y a des espèces rares qui sont dans ces pays et les gens visitent. Mais désormais, le Bénin profite de ces touristes-là, en plus de ces visiteurs qui viennent déjà ici. Et donc, vous allez constater, les chiffres vont le démontrer certainement dès 2019, ça va avoir un boom de visiteurs. Et donc, le nombre va augmenter, etc. Et quand je dis le nombre augmente, la prière, c'est aujourd'hui, et je crois que ça va venir, c'est que lorsque le président a dit, enfin, qu'il n'y aura plus de visa, les gens ne vont plus payer de visa. Donc, ces mesures vont... Pour les Africains. Hein. Voilà, pour les Africains. Et les autres peuvent l'avoir à travers, bien sûr, le lit en ligne. En ligne. Voilà. Ouais. Moi, je demande même qu'on fasse mieux pour que les gens viennent suffisamment par le Bénin. C'est-à-dire qu'il ne faut plus maintenant que les gens quittent Burkina Faso et transitent par le Bénin ou le Niger et transitent par le Bénin. On va monter le système de telle sorte... Ils prennent le Bénin comme la base. Comme la base. Donc, ils vont prendre l'avion, ils vont passer par le Bénin. Et vous savez, quand je parle de prendre l'avion, c'est que le Bénin doit mettre des taxes sur les billets d'avion. Donc, c'est beaucoup de recettes et au plan économique. En plus de ça, lorsque les touristes viennent, ils vont quitter Cotonou, ou là où il y a les aéroports, pour maintenant Tangueta. Et donc, le système de transport, ceux qui sont dans le domaine du transport aérien, transport terrestre, transport fluvial, et puis tout type de transport, ils vont pouvoir générer de ressources. Nous avons ceux qui ont les hôtels, ils vont aussi gagner suffisamment parce que c'est plusieurs nuitées, même parfois dans le complexe ou dans les villes limitrophes du complexe. Donc, les villes comme Natitenkou, Tangueta est déjà dans le complexe, Natitenkou, les Niki, etc., même Parakou, etc., ces villes auront plus d'opportunités. Sans oublier les villes comme Cotonou. Donc, les hôteliers auront à faire, les restauratrices, ceux qui préparent et donnent à manger aux gens, ils auront à faire, et ceux qui produisent des objets de souvenirs. Et ça aussi, malheureusement, on n'a pas encore développé suffisamment cet aspect, ce volet du tourisme. C'est-à-dire qu'en principe, désormais, il doit y avoir des artisans, des sculpteurs qui doivent utiliser de la pierre, qui doivent utiliser du bois, qui doivent utiliser de l'argile pour produire les espèces qui existent dans ces
dans le complexe et pouvoir mettre ça à la disposition des visiteurs. Produits du lion, voilà, lion, le buffle, c'est ça, c'est ça, pour accompagner. Et donc, le tourisme, vraiment, on ne peut pas dire tout ce qu'on peut gagner à travers ça. Et puis, je crois que l'équipe qui est là actuellement, je parle, les gouvernants d'aujourd'hui ont compris la chose. Maintenant, en plus de tout ce que j'ai dit sur le plan économique, il y a les retombées politiques. C'est le rayonnement du Bénin. Et désormais, on peut parler en termes de pays qui avons, un des pays qui dispose sur son territoire du parc, et donc désormais c'est mise en place d'un réseau de pays qui ont des parcs, donc c'est les réseautages entre pays, les opportunités, etc. C'est également facteur d'intégration. Bien sûr, d'intégration, c'est ça. Et de paix, parce que quand les gens trouvent à manger, ils sont calmes, les gens, même les zones rurales où les gens quittent le nord pour venir vers Cotonou. L'UNESCO ne donne rien au pays en matière de subvention, de financement. Non, et ça, effectivement, j'en venais. Il y a l'accompagnement, c'est ce qu'on peut appeler l'accompagnement de l'UNESCO. C'est beaucoup plus l'accompagnement technique en termes d'aide pour contribuer à la gestion du parc, à sa conservation et surtout à la mise en place, à la mise en œuvre, je vais dire, du plan de gestion. Ah, d'accord. Ça, c'est très important. Oui. Donc, quand vous êtes sur la liste, le site, oui. C'est-à-dire sa conservation, son entretien, c'est plus rigoureux. C'est plus rigoureux. Et l'UNESCO contribue. C'est-à-dire que l'UNESCO peut aider à ce qu'il y ait des ateliers de renforcement de capacité des gens qui sont autour du site, des communautés ou même de l'équipe qui gère le site. L'UNESCO peut aider des gens qui ont des projets sur le site à pouvoir les développer, etc. Donc, il y a plusieurs fonds qui sont disponibles de l'UNESCO. Quand le Fonds international pour la promotion du patrimoine culturel, il y a tellement de fonds que l'UNESCO met en place, etc. Et d'autres pays peuvent, dans le cadre de la relation bilatérale entre le Bénin et ces pays-là, vont accompagner des initiatives ou des projets qui portent sur la question de la gestion ou la sauvegarde du site, le complexe qu'on appelle W. Harley Bandjari. Merci beaucoup à vous, C'est moi qui vous remercie. pour tous ces détails concernant bien sûr les retombées que le Bénin pourra donc avoir suite à l'inscription de ce complexe sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'est pas le seul site que le Bénin abrite, le seul site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO que le Bénin abrite. Je sais qu'il y a également... Il y a le site des Palais Royaux d'Abomey. Bon, c'est les deux biens que nous avons. Et nous demandons... Enfin, il y a d'autres projets. Il y a la route de l'esclave qui est un projet. Il y a eu le Galédé. N'oubliez pas, le Galédé qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Galédé, oui. Mais le Bénin abrite quand même. Oui, le Bénin, il y a des communautés qui sont à la limite des communautés détentrices en partie, puisque c'est la culture galédé aussi. Voilà. Oui. Il y a le FA aussi qui est en extension. Mais je pense que si l'État met en place la stratégie et puis l'équipe qu'il faut, nous avons suffisamment de biens qui peuvent être inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Il y a le site de Ganvier, il y a la route de l'esclave, il y a, dans le nord, il y a tout ce qui a rapport avec le système colonial, notamment la lutte de Kaba. De Kaba, voilà. Ça c'est vrai, dans le septentrion, dans la Takora. Oui. Allez, merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Très bientôt, Paco Alomakwe. Et là, nous allons continuer. Cette fois-ci, on va retrouver les artisans. Oui, avec eux, il est question de parler des risques liés au métier de la maçonnerie. Oui, et nous continuons avec série Autant savoir sur le métier de la maçonnerie. On se demande quels sont les risques liés à ce métier. On va répondre à cette question. On suit d'abord ce reportage de Herman à Megan qui nous amène sur un chantier carrément. Vous allez voir les maçons à l'œuvre. Ils vont vous parler. Regardez. À la force de ses bras, Félicien manie sa pelle avec dextérité. Sur ce chantier, il est un des ouvriers. Il n'est ni diplômé d'un lycée technique, encore moins d'une université de formation en génie civil. Pourtant, il exerce le métier de maçonnerie, une ingénierie
qu'il a appris sur le tas. C'est depuis mon bas âge que j'ai toujours eu un penchant pour la maçonnerie. Au début, mes parents n'en voulaient pas, mais sur mon insistance, ils ont fini par m'envoyer en apprentissage. J'y ai fait 7 ans avant de prendre mon diplôme. Félicien n'a qu'un seul objectif, le travail bien fait. Il se trouve bien souvent limité dans son champ d'action. La plupart du temps, il doit se conformer aux exigences d'un technicien ou ingénieur en génie civil pour des préalables inhérentes à toute construction, comme la conception du plan, l'étude du sol et bien d'autres données techniques. Ici, sur ce chantier, il y a eu des études de sol effectuées par un technicien. Et c'est lui qui nous dicte la conduite à tenir, le nombre de mètres de profondeur jusqu'où il faut creuser, et il est présent à chaque fois pour superviser. Parce que dans cette zone, le sol n'est pas très bon et certains bâtiments prennent un coup au fil du temps. Le jeune homme de 30 ans, lui, s'investit beaucoup plus dans le bâtiment. Il est très peu intéressé par les travaux publics, comme la construction de routes confiées à des entreprises et pour lesquelles il pourrait se faire engager en tant qu'ouvrier. Je travaillais pour des entreprises en ce qui concerne les constructions de routes. Mais les retards dans le versement des émoluments ont fait que j'y ai finalement renoncé pour me consacrer aux particuliers. Ce qui est évident, il vit à l'abri du besoin. Des profils comme celui de Félicien, il y en a beaucoup. Bon nombre d'entre eux négligent tout de même les mesures de sécurité à prendre sur un chantier, le port du casque, par exemple. Voilà, nous avons sur le plateau un maître maçon. Il s'appelle monsieur Edmond Zodi. Il est maître maçon. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez laissé vos chantiers pour le plaisir de nos téléspectateurs. Vraiment, c'est un plaisir pour nous. Agnès Bello, bonsoir. Assoum Gaba, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Apparemment, vous avez un chantier en cours. Le chantier de la maçonnerie était en cours depuis lundi. Ce qui vous permet d'avoir la facilité d'avoir des maçons sur le plateau. Assoum Gaba, des maçons qui s'expriment en français. En français. Il faudrait le notifier. Ça, c'est vrai aussi. C'est pas évident. C'est pas évident, vraiment. Vraiment. Et c'est pour cela que je remercie M. Zodi d'être là. Alors, il est question aujourd'hui de voir les risques liés à ce métier-là. Justement, on en a parlé dans le reportage. Il est presque facile et très aisé de voir un maçon sur un chantier sans son casque de sécurité, par exemple. Ça fait partie des risques liés à leur métier. Nous allons demander donc à M. Zodi Edmond, quels sont ces risques que vous encourez sur vos travaux du chantier? Merci, madame la journaliste. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés dans nos métiers, surtout la maçonnerie. Bon, aujourd'hui, nos clients avec qui on a affaire, il ne faut que prennent beaucoup de devis pour pouvoir voir celui qui va faciliter la tâche plus que l'autre. Là, on en est donc aux difficultés. Oui. Ça, c'est les difficultés que vous rencontrez. Bien sûr, bien sûr. Donc, ils prennent beaucoup de devis. Oui. On peut prendre pour vous, prendre pour quelqu'un d'autre. Plus de 5 devis, le client il prend et après tout, il va t'appeler pour dire que monsieur, et voilà les devis des autres, voilà ce que toi tu as fait. Bon. Et moi, je préfère prendre le devis qui est le plus moins cher pour que ce maçon-là me finance mon chantier. Bon, avant qu'on te dise même ça là, il faut savoir que bon, la personne, il t'a apprécié par rapport à ce que tu fais, le rôle que tu joues sur le chantier, il a beaucoup, il aime bien. Il aime ça. C'est pour cela, il aime ton travail. C'est pour cela qu'il t'a appelé. Sinon, il ne veut pas même t'appeler. Il va appeler celui qui est moins cher directement. Qui est moins cher. Ouais. Donc, voilà que la personne elle a déjà présenté plus de 5 devis et les devis sont moins chers plus que ton devis. Maintenant, dit que avec des différences de 500 000, vous oui, en avez parlé. Bien sûr, il y a des différences de 500, 700 000 de différence même.
Donc, on te propose, est-ce que tu es d'accord? Serait-ce vous qui êtes trop cher ou l'autre personne qui a carrément baissé les prix juste pour avoir le marché? Bon, selon moi, qui est trop cher. Et l'autre là, bon, je ne sais pas là où lui il a fait sa formation. Bon, voilà que le client a vu que son devis est moins cher et il le confie le marché. Quel est le risque? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont souvent vos comportements? Est-ce que vous aussi, vous diminuez votre devis, c'est ça? Bon. Pour prendre le marché? Dans ce cas, oui. C'est quelque chose qu'on peut voir avec le client. On va discuter avec lui. Bon, peut-être le devis là, bon, moi j'ai au moins 200 000 de différence, 300 000 de différence. Bon, je dis que si on est ainsi là, il faut essayer de compléter au moins 150 000. Là, moi, je suis perdant 150 000. OK. Et s'il accepte, bon, on continue. Bon, si jamais dit, bon, supposons l'autre devis là, c'est à 600. Mon devis est à 800. Maintenant, je dis que si, comme l'autre devis est à 600 là, bon, moi, je te fais ça à 650 ou 700. Vous comprenez un peu? Donc, si jamais il accepte, on prend le marché. S'il ne veut pas accepter, bon, quelqu'un d'autre peut prendre le marché. Et si vous acceptez, dans ce cas-là, est-ce que vous arrivez vraiment à avoir les moyens pour gérer le chantier? Ou peut-être après, bon, vous faites le chantier à un niveau donné, vous le dites vraiment, tel sous ne suffisent plus. Sinon, si ça arrive, ça arrive à un moment donné, tu prends le chantier à bas prix. Bon, on a trop de difficultés à finaliser. Alors, ça m'amène à vous poser une autre question. En fonction de quoi vous faites votre budget? Si quelqu'un d'autre peut avoir une différence de prix de 700 000, de 600 000, de 500 000, sur quoi vous vous basez pour faire le budget? Est-ce que c'est en fonction du projet, de la main-d'œuvre avec laquelle vous allez travailler? En fonction de quoi vous faites le budget? OK. Et pour faire un devis, il faut évaluer ce que tu veux faire. Parce qu'on t'a remis un plan. C'est le plan que tu vas étudier d'abord avant de préparer ton devis. Ce n'est pas qu'on te donne un plan et tu restes là seulement, tu te réveilles pour dire que bon, je vais prendre 1 million pour ce marché. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut étudier ce que tu veux faire d'abord avant de préparer le devis. Donc c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Revenons donc maintenant au risque. Quand vous êtes sur le chantier, est-ce qu'il parfois il y a des accidents de travail? Est-ce qu'il vous arrive de perdre des manœuvres? Est-ce que les briques tombent parfois sur leur tête? Quels sont les risques que vous encourez sur les chantiers? Bon, on a beaucoup de risques. Et bon, supposons que tu es sur un chantier, tu t'es blessé ou bien bon, la personne est tombée du haut en bas. Ça arrive à des moments donnés, les propriétaires... Vous avez une assurance qui vous permet au moins d'aller à l'hôpital et tout ça? Non, aucun. On n'a pas d'assurance. Mais pourquoi vous ne mettez pas les casques alors? Ça devait être exigé sur tous les chantiers, un casque de protection. Bon, normalement, surtout nous les particuliers là, affaire de casque là, nous, ne sommes pas organisés pour ça. Et si vous allez souvent voir là où on pose souvent les casques, c'est des entreprises, c'est dans les entreprises que vous allez voir surtout ceux qui portent des casques. Nous, bon, d'abord même le marché, la manière dont on prend le marché, ces consoles-là, ça ne nous permet même pas de dire qu'on va aller chercher du casque et ces consoles-là. Ça ne vous donne pas les moyens de pouvoir vous outiller convenablement. Mais c'est dangereux. Est-ce que vous ne songez pas à vous mettre en association pour uniformiser les prix et prendre des précautions sur les chantiers? Des mutuelles pour créer des assurances. Ce que vous venez de dire maintenant là, c'est un grand boulot. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de maçons. Et on ne sait pas, on ne connaît pas le vrai maçon par rapport au faux maçon. Bon, ça fait qu'il n'y a pas une organisation, une association pour notre travail. Donc c'est là qu'il y a des mésententes. On dit que telle personne va faire son prix à tel montant. Est-ce que réellement il a appris le marché d'abord avant d'aller déposer son devis? On ne sait pas. Donc, après tout, c'est commencer par courir derrière le maçon qu'il a remis son argent, il a bouffé son argent et il a fui le chantier. Oui, alors, il arrive souvent que vous construisez des choses, vous êtes sur un chantier et que
Peut-être que c'est un mur que vous avez fait, il y a eu un fort vent la nuit et ça fait tomber, par exemple, le mur, ça gâte ce que vous avez eu à réaliser la veille, par exemple. Comment vous arrivez à gérer ça, ce genre de situation? Bon, ok. Est-ce que c'est le client qui paye ou bien c'est vous-même qui déboursez les sous? Bon, et pour cette question, avant qu'il va arriver sur un chantier, il y a le mur qui va tomber ce console-là. Peut-être, vous êtes en train de réaliser une clôture. Oui. Hein? Bon, maintenant, les poteaux ne sont pas encore coulés. Ouais, supposons que c'est aujourd'hui que vous avez réalisé la clôture. Ça devait être normalement au lendemain, avant que vous allez couler le poteau. Maintenant, si la nuit, il y a le vent qui s'ouvre et les murs sont tombés là, bon, le client, et comment dire, le client et le maçon, il gère seulement que nous, on sera un peu perdant. Nous, on va encore réaliser ça, mais c'est le client qui va supporter. Qui va supporter le Donc le client sera matériel. obligé de prendre d'autres sables, d'autres paquets de ciment pour le faire? Bon, il devait le faire parce que la faute n'est pas du côté du maçon. D'accord. Mais vous perdez une journée de travail. Oui, nous, bon, même s'il y a certains clients, vous allez réaliser ça et il va vous payer encore. Ça, c'est s'il est gentil. Hein? Ça, c'est s'il est gentil. Donc, il n'est pas arrivé que vous rencontrez des clients qui disent, ah, écoutez, vous savez qu'il allait pleuvoir et puis vous avez fait ma terrasse, voilà l'eau qui a gâté le truc et tout le reste, donc il faut me faire, moi je ne veux rien entendre. Ça, Bon, oui, ça arrive, même moi, même en question, ça c'est arrivé. Et comment vous avez géré? Bon, c'est une dalle qu'on a coulée. C'est une dalle qu'on a coulée. Donc maintenant, après avoir fini de couler une dalle là, la plupart ont fini avec une chape. On fait la chape sur la dalle pour pouvoir réaliser, pour pouvoir, comment dire, pour que le client soit satisfait. Ouais. Donc, après avoir réalisé la dalle, bon, il paraît que il y a un peu d'eau à quelque part qui s'est infiltré. Donc, ce n'est même pas infiltré. Ça s'est resté sur la dalle, mais il n'y a pas de filtration. Ah, d'accord. Il n'y a pas de filtration. Donc, le client il a dit que je ne veux pas écouter. Comme ça, il m'a appelé, fatigué. Bon, moi-même, je lui ai dit que si on est ainsi, le plan ne se pose pas. Bon, je lui ai dit que je lui ai donné un délai. Pour reprendre? Pour reprendre, pour corriger. Bon, donc, au finish, je suis allé encore chez lui, que je n'ai pas les moyens pour pouvoir réparer ça maintenant à l'heure qu'il faut. Or, lui veut la chose en urgence. Donc, je lui ai dit que si on est ainsi, il faut que tu payes le ciment et moi, je vais corriger. Lui, il a payé le ciment, moi, il paye les scalites. Ah, ok, d'accord. Ouais, non. Donc, le ciment qu'il a payé là, après d'autres marchés là, moi, je vais rembourser le ciment qu'il a payé. D'accord. Mais ça aussi, c'est parce que vous n'êtes pas bien encadré. Le métier n'est pas encadré. Chacun, voilà, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas une association, il n'y a pas de règles à respecter. Chacun dicte ses règles. Nous avons en face à Songaba un secteur qui n'est pas du tout encadré. Est-ce que vous sentez que c'est nécessaire de le faire aujourd'hui, que l'État doit prendre des dispositions pour mieux organiser, pour sécuriser au moins votre emploi? Oui, on a besoin du soutien de l'État, sinon c'est dans le désordre. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Oui, ben, je ne vais quand même pas vous laisser sans vous poser cette question. C'est fini, hein? Oui, il y a Christelle qui nous fait le grand signe de À Songaba, nous avons la chance d'avoir eu 2 maçons sur ce plateau qui s'expriment en français. Je veux juste comprendre, est-ce que le fait d'avoir été à l'école leur a été un plus dans leur métier, si vous me permettez, en 30 secondes? Ok, M. Zodji, allez-y. C'est une question qui m'intéresse aussi. Oui. Alors, est-ce que le fait que vous êtes allé à l'école, ça vous a apporté un plus dans le métier? Bon, en fait, moi, ça m'a beaucoup porté. Et les gens, la considération, ils ont une considération pour ça. Donc, je prie à mes chers frères. Aujourd'hui, maintenant, il paraît qu'il y a beaucoup des enfants qui n'ont pas mis pied à l'école et ils sont en formation de choses là. Donc, moi, je les prie que d'aller un peu, d'avoir au moins leur certificat.
Ok. Au moins d'avoir au moins le certificat avant de se mener dans les affaires d'apprentissage. De l'apprentissage. Merci, monsieur Zodiedman. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes davantage situés sur le métier. Ce que nous retenons de nos 3 jours, justement, de discussion sur le métier, c'est que ce métier a besoin d'être encadré. Nous espérons véritablement que les autorités à divers niveaux pourront prendre cette thématique, ce métier, ce secteur à bras-le-corps pour que dorénavant, on revienne sur ce plateau dire que les maçons n'ont plus de problème à Siongaba. Et là, merci beaucoup à vous. Vous avez merveilleusement clôturé les 4 plateaux de ce grand rendez-vous ce soir. À présent, nous allons nous rendre sur la toile. Que disent les internautes? Actualité, ActuWeb, sur le grand rendez-vous. Amis du web, bonsoir. L'actualité sur le web ne s'arrête jamais, elle est riche et dense. Au Bénin, c'est le remaniement ministériel survenu ce mardi 5 juin qui focalise les attentions. Selon le communiqué du secrétariat général du gouvernement, publié sur le site du journal La Nouvelle Tribune, Séverin Maxime Rompati est le nouveau ministre de la Justice. Il remplace ainsi Joseph Djogbenou, désigné pour siéger à la Cour constitutionnelle. Benjamin Ignace Rompati occupe quant à lui le portefeuille du ministère de la Santé. Alassane Seydou quitte le secteur de la santé pour conduire le département des transports et des infrastructures. Aucun autre changement n'est enregistré. Des études mettent en évidence l'inutilité de la chimiothérapie contre certains cancers. L'article publié par le journal Le Monde révèle que des femmes ayant eu un cancer du sein pourraient éviter la chimiothérapie préventive et ses effets secondaires. Ces études ont été rendues publiques à la conférence annuelle sur le cancer à Chicago, aux États-Unis. Certains chercheurs préconisent plutôt l'immunothérapie, qui est un traitement de type nouveau, même si de nombreux essais restaient à accomplir. Elle ne fonctionne pas contre tous les types de cancers. Éruption du Fuego au Guatemala. 2 jours après l'éruption du volcan, le bilan s'alourdit. Au moins 75 personnes ont péri et près de 200 sont portées disparues. Les opérations de recherche et de secours sont interrompues dans le pays. La zone reste à risque. Un regain d'activité volcanique a contraint les autorités à quitter la zone de recherche. Le volcan de Fuego était déjà entré en éruption en janvier 2018. En septembre 2012, son précédent réveil avait entraîné l'évacuation de quelques 10 000 personnes. 2 autres volcans sont également actifs au Guatemala. Au Soudan, pour finir cette revue du web, Salma Al-Majidi est la première femme à entraîner une équipe de foot masculin. Elle a 27 ans et est surnommée désormais Sista Coach. C'est tout un symbole dans un pays où ce sport version féminine n'a pas sa place. Elle est présentée par la FIFA comme la première femme arabe et soudanaise à prendre en charge une équipe d'hommes dans le monde arabe. Entraîneuse de foot à plein temps, Salma Al-Majidi est désignée dans la liste des 100 femmes qui inspirent de la BBC en 2015. Elle a déjà entraîné des clubs masculins de 2e ligue qui ont terminé premiers de leurs championnats locaux. Ainsi se referme l'actualité web de ce 6 juin. Merci et à bientôt. Ah oui, hein, c'était un très bel sujet pour clôturer ActuWeb de ce jour. Amandine Aniabossou, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir Sista Coach à travers, bien sûr, l'ActuWeb. Abordons à présent le dernier chapitre de ce grand rendez-vous, c'est la météo.
Le troisième grand rendez-vous de la semaine a eu lieu et ceci grâce à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous retrouver demain à 19h00 pour un autre grand rendez-vous. Bonne soirée.